Salut tout le monde, aujourd'hui on est encore là pour faire une réaction à quelques vidéos d'influenceurs populaires sur les réseaux sociaux. Encore une fois, le but avec ça, c'est pas de bâcher le monde, j'essaie le plus possible de garder ça objectif puis de vraiment adresser les faits. C'est juste qu'il y a tellement de désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux, surtout avec des gens qui ont des super grosses plateformes et malheureusement il y en a là-dedans qui ont des gros titres aussi, fait que ça leur donne une certaine crédibilité. Malheureusement, c'est pas parce que tu as un titre que automatiquement tout ce que tu dis est vrai. Donc aujourd'hui, on va regarder encore quelques-unes puis on va démystifier quelques trucs ensemble. Alright. Je lis les ingrédients. Acide citrique, dextrine de maïs, arôme naturel, artificiel, aspartame. Déjà, là, j'ai comme un bémol. Citrate de sodium, acésulfame de potassium, colorant. Ouais, j'ai juste 10 calories, mais est-ce que je recommanderais ce produit-là? Ben, pas du tout, parce que on a vu, puis l'Organisation mondiale de la santé l'a dit en juillet dernier, l'été dernier, que les édulcorants non sucrés n'apportent absolument rien d'intéressant pour la santé, ni dans la gestion du poids corporel, ni dans la gestion de la glycémie. Et là que j'ai de la misère avec ça. Fait que mon plus gros problème avec ça, au-delà du fait que c'est factuellement incorrect, ce qu'elle a dit, c'est le fait que c'est quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui a une super grande présence sur les réseaux sociaux, dans les médias en général, et donc c'est quelqu'un que le monsieur, madame, tout le monde, qui s'y connaît pas nécessairement, va croire sans remettre en question du tout. Donc il y a quelques trucs qui sont à clarifier là-dedans. La première étant la déclaration de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à l'aspartame, ça a été que l'aspartame était classé comme possiblement cancérigène dans des doses très élevées et on n'a pas actuellement assez de preuves pour déterminer que ce l'est définitivement chez l'humain et que ce l'est dans des petits dosages. Ce qui veut dire que pour aller chercher quelque chose qui pourrait possiblement être cancérigène, ça nous prendrait à quelque part entre l'équivalent de 14 et 17 cannes de coke par jour. C'est beaucoup et personne consomme ça. Du moins, si oui, vous avez d'autres problèmes. Et dans la même catégorie de possiblement cancérigène, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi votre cellulaire, et ça, on n'a absolument aucun problème à en abuser à tous les jours. Il y a aussi les cornichons, et ça, il n'y a aucun problème à en consommer et on n'en parle pas du tout, mais c'est le même dosage de possiblement cancérigène. Mais l'aspartame, parce que c'est considéré comme artificiel, ça par exemple, il faut qu'on le bâche. Ensuite de ça, le fait de dire qu'il n'y a aucun bénéfice sur la santé, sur la composition corporelle et ou sur la glycémie, c'est totalement faux. On a des méta-analyses qui confirment le contraire. Par exemple, il y a cette méta-analyse-là qui est sortie en 2020 sur 20 études qui avaient confirmé que ce qu'ils appellent non-nutritive sweeteners, donc les édulcorants, peuvent avoir un impact positif sur la perte de poids et donc les marqueurs de santé et qui pouvaient donc être un outil intéressant à inclure dans une optique de perte de poids. Les édulcorants n'ont absolument rien de magique en termes de perte de poids. Par contre, ce que ça peut faire, c'est que comme ça a 0 calories et que ça apporte un goût sucré, ça peut être une alternative intéressante pour diminuer les calories, mais quand même donner l'espèce de satisfaction d'avoir quelque chose de sucré, donc potentiellement favoriser une adhérence au plan plus facile. Encore une fois, c'est pas des fat burners. Par contre, si ça peut te permettre d'adhérer au plan plus facilement et de moins déroger, ça peut définitivement aider une perte de poids. Et il y avait aussi cette méta-analyse-là qui était sortie en 2023, une méta-analyse de 36 études qui avait confirmé qu'il n'y avait aucun impact sur la glycémie en incluant des édulcorants. Si tu y penses, qu'est-ce que ça fait quand la glycémie augmente? Tu aurais aussi une augmentation de ton insuline parce que l'insuline diminue le taux de sucre dans ton sang. Donc, si tu avais une sécrétion d'insuline après avoir consommé des édulcorants mais qu'il n'y avait aucun sucre dans ton sang, qu'est-ce qui arriverait? Tu te claquerais une de ces crises d'hypoglycémie après avoir pris un Coke Diet. Est-ce que tu vois du monde se claquer des crises d'hypoglycémie après avoir pris un Coke Diet? Non, ça arrive pas. C'est le même principe qu'avec de l'eau. Il n'y a aucune réponse glycémique suite au fait d'avoir consommé des édulcorants. Il faut arrêter de les démoniser. Ça peut être un excellent outil. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure affaire que tu pourrais prendre? Non, pas nécessairement, mais c'est définitivement beaucoup moins pire que ce que les gens veulent le sous-entendre. Puis d'avoir quelqu'un qui a un doctorat comme ça, dire que ça n'a aucun bénéfice sur la santé, la composition corporelle et la glycémie est foncièrement faux. Et les gens qui ne connaissent pas ça ne le remettront pas en question juste à cause de son titre. Faites attention, s'il vous plaît, à ce que vous consommez. Est-ce que tu penses que 1000 calories de cette pizza, c'est le même calorie que ce steak coulant? Penses-tu vraiment qu'ils vont avoir les mêmes réactions biochimiques dans ton corps? Est-ce que t'es le genre de femme qui coupe toutes ses calories afin de perdre du gras? On t'a sûrement déjà dit qu'il fallait être en déficit calorique afin d'avoir du résultat. Eh bien moi, Ali, naturopathe, je tiens à dire que c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue.
Aimerais-tu enfin avoir le secret en ce qui concerne les calories? Donc, écoute bien ça. Si à partir d'aujourd'hui, tu manges seulement des calories pleines dans chaque repas, et je dis bien dans chaque repas, voici ce qui va arriver dans ton corps. Ton métabolisme va s'activer. Tu vas brûler beaucoup plus de graisse, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, et en plus, tu vas avoir beaucoup moins d'envie de sucre. Avec ce conseil seulement, tu auras dès le premier jour des résultats. Mais attention! Sache qu'il existe deux sortes de calories, des calories vides et des calories pleines. Tu dois savoir faire la différence entre les deux afin de faire des choix judicieux et de perdre du gras sainement. Si tu me connais pas déjà, moi c'est Ali, naturopathe et coach de vie et ça fait plus que 12 ans que je suis dans le domaine de la santé. Donc si tu veux enfin comprendre tout sur les calories et connaître tous mes secrets qui ont permis à des milliers de femmes d'atteindre leur objectif de santé, clique ici en bas afin qu'on puisse en discuter ensemble. OK, elle a pas de tort sur toute la ligne, mais faut définitivement qu'on adresse le plus gros problème direct en partant. Ça te prend un déficit calorique pour perdre du gras for the love of God. T'auras beau manger une alimentation qui est 100% saine, qui est riche en nutriments, qui est 100% non transformée, si tu consommes plus de calories que tu en brûles, tu ne perdras pas de gras. C'est sûr que c'est plus difficile de surconsommer des calories quand tu as une alimentation qui est non transformée, ou du moins minimalement transformée, parce que tu vas avoir beaucoup plus de nutriments, tu vas avoir plus d'énergie, ça va te bourrer beaucoup plus parce que c'est des aliments qui sont moins denses, donc tu vas pouvoir avoir un plus gros volume. Ceci dit, si tu as le moindrement un bon appétit, tu pourrais manger une alimentation qui est aucunement transformée et quand même consommer trop de calories. Au même titre que tu pourrais avoir une alimentation qui est 100% transformée et quand même perdre du poids si tu étais en déficit calorique. J'en ai parlé plusieurs fois, mais il y a le fameux professeur à l'université aux États-Unis qui pendant 10 semaines avait mangé la fameuse Twinkie Diet, donc majoritairement des affaires qu'il faut acheter au dépanneur, genre des Twinkies, des Oreos, des Doritos, et qui avait perdu 27 livres au bout de ces 10 semaines en mangeant exclusivement de la junk. Pourquoi? Parce qu'il était en fucking déficit calorique. Il faut qu'on arrête de dire que le déficit calorique, c'est un mythe. Ce n'est pas un mythe. On a beaucoup trop de données pour être capable de le backer aujourd'hui. Ça te prend un déficit calorique pour perdre du gras. Ceci dit, c'est vrai par contre que manger une alimentation qui est riche en aliments qui sont minimalement transformés, donc qui vont être riches en vitamines et minéraux, qui vont avoir de la protéine, qui vont avoir des bons glucides, qui vont avoir des fibres, qui vont avoir des bonnes sources de gras, ça va t'aider beaucoup, non seulement pour la satiété, pour avoir de l'énergie, pour avoir une meilleure concentration. C'est vraiment favorable d'avoir une alimentation minimalement transformée. Ceci dit, il faut arrêter de dire que juste parce que tu manges des aliments transformés, que tu ne perdras pas de gras et que juste le fait de couper les aliments transformés et de les remplacer par des aliments minimalement ou pas du tout transformés va automatiquement faire en sorte que tu perds du gras. Ce n'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne. Je dis malheureusement, mais en même temps, si ça peut te permettre de garder certains aliments transformés dans ton alimentation, parce que c'est ce qui te permet de garder un certain équilibre, mais que tu es capable de le faire fitter dans un plan où est-ce que les portions sont contrôlées, que tu restes en déficit calorique à la fin de la journée ou à la fin de la semaine quand même, ça va juste te permettre d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus flexible, de manger des affaires que tu aimes, mais de quand même atteindre tes objectifs sans dire que tu es obligé de sacrifier les aliments que tu préfères manger. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce qu'on peut arrêter de dire que le déficit calorique est un mythe? C'est pas un mythe, c'est une des affaires sur lesquelles on a le plus de certitude en termes d'alimentation. Si tu veux perdre du poids, ça te prend un déficit calorique. Rendu là, trouve juste la façon d'être en déficit calorique qui est la plus facile à soutenir et avec laquelle tu vas avoir le plus de plaisir, que tu vas quand même avoir de l'énergie, des bonnes performances, une digestion qui va bien, sans tout sacrifier les aliments que t'aimes. Et tu fais quoi là? Bah, je fais du sport. Ouais, mais tu m'as dit que tu voulais perdre du gras. Bah, ouais. Ouais, mais t'as pas compris. Si tu utilises ce type d'exercice en priorité dans ta séance, t'auras très peu de chances de perdre du gras. Bah, comment ça? Ok, tu veux que je t'explique? Ouais, bah oui. Et tu t'es toujours pas abonné. J'y vais, je t'ai dit. Ok, fais-moi quelques répétitions. Comme tu as pu le remarquer sur cet exercice, tu ne m'as travaillé qu'une seule zone. La zone, c'est les quadriceps. Et toutes les autres zones, bah, elles ne travaillent pas. Et donc, ton corps, il consomme très peu d'énergie. Et étant donné que la solution la plus efficace pour perdre du gras, c'est de consommer un maximum d'énergie, bah là, tu es très peu efficace. Ok. Et du coup, je fais quoi? Bah, je vais te montrer. Ok, tu veux travailler les jambes? Ouais. Ok, donc plutôt que de faire cet exercice-là, je vais plutôt te conseiller de faire un mouvement comme le squat par exemple, avec une amplitude complète. Ok. Et du coup, si je veux travailler les épaules? Si tu veux travailler les épaules, tu peux intégrer des mouvements que tu vas réaliser avec une barre libre, comme le thruster, comme le shoulder press par exemple. Ok.
Et si je veux travailler les bras et les abdos? Alors c'est plus difficile de les faire en même temps, mais il y a un mouvement qui va être super intéressant, que tu peux faire sur poulie, qui va solliciter tes triceps et tes abdos en même temps. Et ce mouvement, il va avoir le double avantage de travailler tes triceps parce qu'il va être actif en faisant le mouvement, et tes abdos parce qu'il travaille dans un sens opposé à la poulie qui est juste au-dessus. Pense à t'abonner avant, parce que sinon tu vas louper Non, les je te autres confirme que tips, je m'abonnerai me pas. connais. Par contre, OK, le gars, il a pas 100% tort, mais ça nécessite beaucoup plus de contexte. Dans le sens où, c'est sûr que si tu as exclusivement une optique de perte de gras et tu te fous complètement de développer de la masse musculaire, oui, aller chercher des exercices plus pluriarticulaires, comme il va démontrer, comme le squat, comme le shoulder press, le thruster, des affaires comme ça, augmente considérablement ta dépense énergétique et donc peut potentiellement faciliter une perte de gras. Ceci dit, si tu veux quand même avoir le plus de masse musculaire à démontrer une fois que tu vas avoir diminué ton body fat, les exercices d'isolation peuvent être une très bonne façon d'aller chercher ça. C'est pas parce que tu veux perdre du gras que tu es, entre guillemets, obligé d'aller chercher des exercices pluriarticulaires pour aller chercher la plus grande dépense énergétique possible. Il y a aussi ce qu'on appelle le cardio, qui peut t'aider à aller chercher une dépense énergétique additionnelle et tu peux te concentrer sur les exercices de musculation qui vont te permettre de maintenir, voire développer ta masse musculaire le plus possible. Ta musculation, à la base, devrait être pour maintenir ou développer de la masse musculaire et de la force. Pas de dépenser le plus d'énergie possible pour te faciliter ta perte de gras. Ça peut être un outil, mais dans une optique où tu vas avoir, oui, une certaine perte de gras, mais quand même une masse musculaire le plus découpée et le plus développée possible. Une fois que tu vas avoir perdu ton body fat, tu veux la développer le plus possible. Et pour ça, les exercices d'isolation sont très bénéfiques, justement parce que ça te permet de concentrer plus de tension dans un muscle ciblé en minimisant la fatigue inutile autour. Si tu regardes les bodybuilders qui se préparent à des compétitions, ils font pas toutes des gros circuits de shoulder press, plus squat, plus thruster, des affaires comme ça. Ça fait beaucoup des exercices d'isolation, comme des leg extensions, des lateral raise, des curls, des affaires comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des exercices qui sont super efficaces pour développer les muscles ciblés en minimisant la fatigue autour. C'est à travers ton alimentation et à travers le cardio pour augmenter ta dépense énergétique que tu vas aller chercher ton déficit calorique. C'est pas nécessaire de faire des exercices comme ça qui sont aussi fatigants. Encore une fois, c'est pas fondamentalement mauvais du tout. Ça peut être une alternative et si tu aimes ça, fais-le. Par contre, si vraiment tu veux maximiser ta prise de masse musculaire ou minimalement maintenir ta masse musculaire à travers un déficit calorique pour perdre du gras et quand même avoir une belle shape en dessous, des exercices d'isolation comme ça, c'est parfaitement correct. Je fais une cote en ce moment, je suis en prep depuis plusieurs semaines, j'ai droppé de 10% de body fat dans les derniers mois et j'ai beaucoup d'exercices d'isolation dans mes workouts et je me porte très bien. Mon body fat continue de descendre. C'est pas ça qui va t'empêcher de perdre du gras. Ton déficit calorique devrait majoritairement être géré à travers ton alimentation et ensuite de ça à travers ta dépense énergétique en dehors, à travers ton cardio et ton activité physique générale. Disclaimer, this is just my opinion, but if you're looking to get the most out of this machine, this is exactly how your reps should look. Number 1, foot position matters. On most leg presses, feet low equals more quads, feet high equals more hamstrings. Number 2, back core stabilization is a must. If your lower back is rotating off the back pad, this will not only potentially cause injury, but remove tension from the leg. Number 3, range of motion is huge. You need to get into the hole, but maintain correct form throughout. Mobility is key. Don't load weight until you can master these 3 tips. Any questions? Comment down below. OK, fait que je vais commencer par adresser son premier point parce que les deux autres étaient relativement valides, surtout le deuxième. Donc, son premier point où est-ce qu'il dit que plus tes pieds sont bas, plus tu viens recruter au niveau du quad, plus tes pieds sont hauts, plus tu viens recruter au niveau des ischios. La première partie de cet argument-là est vraie. Plus tes pieds sont bas, plus tu vas maximiser la flexion du genou, donc recruter les quads. Plus tes pieds sont hauts, tu ne recruteras pas plus tes ischios. Tu vas recruter un peu plus les fessiers puis un peu plus les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, ce qui peut te donner l'impression que tes ischios sont un peu plus recrutés parce que les adducteurs sont très près des ischios, donc peut-être que la sensation est similaire, mais ce n'est pas tes ischios, c'est tes adducteurs et tes fessiers. Donc tous les exercices qui sont des patterns de squat, comme le squat, le pendulum, le hack squat, le leg press, le split squat, toutes ces affaires-là ne travaillent pas tes ischios. Pourquoi? Parce que l'ischio s'attache non seulement derrière le genou, mais s'attache aussi derrière la hanche. Ce qui veut dire que quand tu descends dans un squat, quand tu le contractes au niveau du genou, tu l'étires à la hanche, et quand tu le contractes à la hanche, tu l'étires au genou. Donc, il est toujours dans une genre de contraction isométrique tout le long, ce qui fait que la tension appliquée est vraiment minime. Tes quads vont travailler, tes fessiers vont travailler, mais les ischios
très peu. Donc, peu importe comment tu vas placer tes pieds sur le leg press, ça ne changera pas le fait que ton ischio contracte et étire en même temps. Il est constamment dans une position isométrique et il ne travaille que très peu. Il fait seulement stabiliser ton genou et stabiliser ta hanche. Si tu mets tes pieds plus bas, tes quads vont être un peu plus recrutés parce que tu vas venir fléchir le genou un peu plus. Si tu mets tes pieds plus haut, tes fessiers et tes adducteurs vont être recrutés un peu plus parce que tu fléchis la hanche beaucoup plus, donc ils sont plus étirés. Mais l'ischio reste dans la même position pas mal tout le long. Si tu veux travailler ton ischio, fais des variations de leg curl, fais un Romanian deadlift, fais du back extension, mais à travers des patterns de squat, ton ischio ne travaillera pas. Et finalement, son dernier point, où est-ce qu'il parlait que ça prenait une pleine amplitude de mouvement pour maximiser tes résultats, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une étude dernièrement qui avait comparé un leg press sur un paquet de monde où est-ce que chaque groupe faisait une jambe à une amplitude de maximum 100 degrés de flexion du genou et l'autre jambe faisait une pleine amplitude de mouvement, donc on était capable de descendre jusqu'à plus ou moins 150 degrés de flexion et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune différence entre les deux. Donc sur la même personne, une jambe fait une amplitude, l'autre jambe fait l'autre, donc on aurait dû voir sur la même personne, ça enlève les variables de facteurs génétiques, tout ça. Donc, s'il y avait eu une différence, on l'aurait vu. Une des deux jambes aurait plus de croissance musculaire que l'autre, ce qui n'est pas arrivé. Donc, si tu gardes ton genou à environ 90-100 degrés de flexion versus si tu y vas en full range, ça ne donnera pas nécessairement des résultats différents. Fait qu'ultimement, vas-y avec l'amplitude avec laquelle toi, tu es confortable. Descends le plus bas que toi, tu peux descendre, mais ne te casse pas le basic à descendre nécessairement les mollets à côté d'un ischio. Si tu n'as pas la mobilité pour le faire, vas-y avec la mobilité que tu as, tu devrais avoir sensiblement les mêmes gains. Puis le pire, c'est que je pense qu'il est sérieux. Comment ces gens-là font pour avoir autant d'abonnés puis de followers? Je présume qu'il y en a une partie qui les suivent juste parce que c'est ironique puis que c'est cave puis qu'ils savent que c'est cave. Mais j'ose espérer vraiment que le genre de monde qui font ce genre de contenu-là ne se prennent pas au sérieux parce que... Et là là! Fait que je pense pas que j'ai besoin de passer beaucoup de temps sur celui-là, mais je vais en parler pareil. C'est pas comme ça que les messieurs, vous allez faire grossir la grosseur de votre pénis. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. C'est majoritairement génétique. C'est pas en faisant des hip thrusts dans le vide que tu vas avoir un plus gros pénis. Voilà, c'était ma parenthèse. Arrêtez de suivre du contenu de même, je vous en supplie. Alright, fait que c'est ce qui m'a fait à notre capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça va avoir clarifié quand même certains points. Encore une fois, si jamais il y avait d'autres contenus comme ça sur lesquels vous voudriez que j'apporte des clarifications, que je réagisse, vous pouvez toujours me les envoyer, ça me fait plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là puis que vous avez appris quelque chose, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo, puis on se revoit dans la prochaine.